Mesdames et messieurs, bienvenue à Planète Terre. Pour cette émission et la prochaine, une édition spéciale, une conversation avec les 4 chercheurs postdoctoraux du Cerium. Mesdames et messieurs, bienvenue à Planète Terre. Comme vous pouvez le constater, un nouveau décor, un décor particulier cette semaine. Ce à quoi on vous convie, c'est une conversation avec les chercheurs postdoctoraux du Cerium, cette semaine et la semaine prochaine. Donc, comme vous le savez peut-être, le Cerium accueille chaque année pour un an des chercheurs postdoctoraux. Donc, il nous arrive souvent de l'extérieur, même de l'étranger, d'autres universités. Ils arrivent avec un bagage intellectuel considérable, beaucoup d'expérience de recherche également. Et le but aujourd'hui et la semaine prochaine, c'est de vous les faire découvrir, de connaître leur sujet de prédilection, leur sujet de recherche, leur parcours, leurs ambitions académiques et professionnelles et même personnelles, mais aussi la réalité d'un chercheur de haut niveau en affaires internationales, parce que c'est, il faut le dire, c'est particulier et souvent pas banal. Devenir internationaliste, c'est des séjours à l'étranger et c'est aller soutirer souvent de l'information dans des contextes qui sont parfois pas toujours difficiles, qui sont parfois difficiles. Donc, sur le terrain, à l'étranger ou parfois dans les hautes sphères de l'État. Donc, des contextes qui peuvent être très surprenants et captivants. Vous allez voir, leurs sujets d'intérêt, leurs sujets de recherche sont captivants, sont vraiment intéressants sur un plan académique, sur un plan intellectuel, mais dans certains cas aussi, des recherches qui peuvent avoir un écho et une influence, un éclairage sur les politiques publiques et certains sujets qui sont d'une grande actualité. Hein. Vous allez voir, il y aura des échos avec des informations qu'on voit parfois à la une des journaux. Donc, je vous les présente un à un. À ma gauche, Gabriel Fauveau. Bonjour. Bonjour. Nouria Carton de Grandmont. Bonjour. Florent Pouponneau. Bonjour. Bonjour. Et Nora Nagels. Bonjour. Donc, bienvenue et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, très rapidement, là, en 1 minute ou 2, je voudrais vous demander là, de nous dire quels sont les grands thèmes qui vous intéressent et aussi d'où vous nous venez. Gabriel, je commence avec vous. OK. Alors, moi, j'ai présenté un doctorat en géographie à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne en février 2013, qui porte et qui continue à porter, puisque je suis toujours dans le processus. Je travaille toujours sur ces mêmes sujets, sur les pratiques immobilières à Phnom Penh, donc la capitale du Cambodge. Et je m'intéresse globalement aux liens entre la métropolisation, donc la transformation de la capitale cambodgienne, l'arrivée d'investisseurs immobiliers privés, son élévation sur la sphère régionale et même mondiale, et l'évolution des pratiques immobilières de l'habitant, vous, moi, qui louons un appartement, achetons un logement, à la grande compagnie internationale qui réalise un investissement important dans le centre de la ville ou dans la périphérie. Ça, c'est mes principales recherches. Bien, on va y revenir très, très bientôt. Nouria? Moi, j'ai fait ma licence à l'Université nationale autonome du Mexique et je suis arrivée ici à Montréal en 2004 pour faire ma maîtrise en études des arts à l'UQAM. J'ai fait postérieurement un doctorat à Concordia en histoire de l'art et actuellement, je suis ici en train de faire mon postdoctorat au Cerium. Je travaille sur l'impact de la violence liée à la guerre contre le crime organisé et le narcotrafic dans l'art contemporain mexicain et dans la culture populaire. Bien, merci. Florent? Donc moi, j'ai une formation de sciences politiques en France. J'ai fait une thèse sur la politique française de non-prolifération nucléaire. Donc c'est un objet canonique des relations internationales, hein, la politique étrangère des États dans un domaine de sécurité. Donc je l'ai fait à l'Université Paris 1, comme Gabriel. Donc dans ce travail, j'ai cherché à comprendre l'adhésion tardive de la France à la norme internationale de non-prolifération. Et puis, malgré ce changement de pratique, la régularité des conflits avec les États-Unis. Donc voilà, j'ai essayé de comprendre ce paradoxe. Bien. Nora? Bonjour, moi j'ai fait mon master en Belgique à l'Université libre de Bruxelles. Ensuite j'ai fait ma thèse de doctorat
à Genève, à l'IHEID, et puis je suis donc en postdoctorat ici. Ma thèse traite du genre et des politiques de lutte contre la pauvreté au Pérou et en Bolivie. Donc j'ai essayé d'analyser dans cette thèse les représentations sociales des femmes pauvres et de la pauvreté. Et pour ça, j'ai fait des interviews tant avec les décideurs politiques que les personnes qui mettent en œuvre ces politiques, jusqu'aux femmes bénéficiaires de ces politiques de lutte contre la pauvreté. Et ma thèse a pour objet de confronter ces discours pour essayer de voir comment les uns et les autres se représentent non seulement le fait d'être femmes pauvres, la pauvreté, et qu'est-ce qu'ils en pensent et elles en pensent de lutter contre la pauvreté par des programmes qui ciblent spécifiquement les femmes. Bien. Je vais maintenant, vous avez bien mis la table, c'est très diversifié comme sujet, mais je vais recommencer avec un tour, pas de table, mais enfin, de chaise. Gabrielle, vous travaillez sur l'immobilier à Phnom Penh au Cambodge. Parlez-nous un peu plus là, de vos recherches. Qu'est-ce que vous avez tenté de trouver et non pas trouvé encore dans ce coin? En fait, tout l'objet de... Quand je suis arrivé au Cambodge, c'est assez évident. Il y a plein de grands projets immobiliers qui se font. On a des tours de grande hauteur, on a des grands projets résidentiels. Ça se développe très rapidement. Ça se développe très rapidement. Donc là, on sent qu'il y a un sujet à prendre, à faire. Donc j'ai commencé à l'aborder comme ça. Et l'immobilier, c'est un sujet très économique qui a été abordé donc beaucoup par les économistes, aussi par les juristes. Notamment, qui a fait donc l'objet un objet central de la géographie économique ou de l'économie géographique, mais finalement peu au niveau des pratiques. Et ça tombait bien, puisqu'au Cambodge, on ne peut pas partir de données quantitatives importantes, donc on est presque obligé de se porter vers le qualitatif. Donc le projet, les données ne sont pas disponibles, ne sont pas compilées, elles ne sont pas... Oui, en plus, elles sont peu fiables. Donc le projet, c'est de partir du principe que l'économie immobilière, OK, mais en fait, l'immobilier se fait aussi le reflet d'une société. Et du lien entre l'économie, le développement économique et les transformations sociales d'une société. Donc j'ai pris ce biais-là. Donc là, je continue toujours à réfléchir sur ça. Et notamment par mon arrivée au Cerium, j'ai de plus en plus développé ce que j'avais quand même beaucoup fait dans ma thèse. Je m'en suis rendu compte après en la relisant. On se rend compte aussi après des choses, pas forcément quand on les fait, qu'il y avait une dimension politique très importante, notamment dans les rapports de pouvoir, et que finalement la production immobilière était au cœur de rapports de pouvoir, à la fois entre l'État, les investisseurs privés à l'intérieur de l'État, entre les acteurs privés. Et puis là-dedans, on peut tirer plein de fils, surtout dans le cas d'un pays en développement où les sphères publiques-privées, l'État, les investisseurs, tout ça sont très, très brouillés. Voilà. Oui. On s'était parlé rapidement récemment et vous avez parlé d'une certaine violence dans la métropolisation. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là? Qu'est-ce que c'est exactement cette violence-là que vous avez observée dans la métropolisation de Phnom Penh? Alors ça, c'est une autre idée, c'est un sujet qui est assez porteur, qui devient de plus en plus porteur en géographie, c'est notamment le rôle, mais qui est assez commun en fait chez les politistes, chez une partie des politistes, le rôle de l'ordre, du pouvoir dans la transformation et l'organisation des territoires. C'est un sujet qui a été quand même abordé en géographie, mais qui l'est de plus en plus aujourd'hui. Et là, l'idée, moi, c'est ce que je travaille sur ça là, encore tout à l'heure, sur comment, notamment la police, transforme les territoires. À la fois, elle les ordonne, elle permet comment la métropolisation émane d'un processus d'ordonnancement et de mise en ordre du territoire, et comment, en même temps, le territoire représente une ressource pour les forces de police. Donc là, je parle de la police à un sens très large du terme, à la fois comme organisation de coercition, mais aussi comme mode d'organisation de gouvernement. Et comment les deux se font écho. Voilà. Donc on est... ça fait référence à un certain nombre d'auteurs qui travaillent déjà pas mal, qui ont déjà beaucoup travaillé dessus. Mm-hmm. Mais en ce moment, c'est à ça que je m'intéresse. Et le Cerium m'a vraiment porté vers ces sujets-là, parce que j'ai assisté à différentes conférences, parce que j'ai tiré ce fil-là, qui est un des nombreux fils qu'on peut avoir dans une thèse. Voilà. Oui. Nouria, vous travaillez aussi sur les questions de violence, mais dans un tout autre contexte. Et vous venez d'histoire de l'art. Et là, vous avez un angle, étant au Cerium, plus politique, si je ne m'abuse. Comment vous abordez la question de la violence au Mexique? Je travaille sur l'art contemporain et la culture populaire. Donc,
Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la culture est un territoire conquis par le narcotrafic qui se dispute pas seulement le contrôle du marché de la drogue, mais aussi les rapports culturels d'une communauté qui est transfrontalière, donc qui voyage entre le Mexique, les États-Unis et ailleurs. Et nous avons appelé à cette culture narcocultura, narcoculture, qui en fait se manifeste de différentes façons. La plus commune, c'est la musique avec les narcocorridos ou les chansons malades, peut-être vous avez entendu de ça, mais aussi dans la littérature, narcolittérature ou dans le cinéma. Et c'est une culture qui va exalter le mode de vie des narcotrafiquants, notamment qui va exalter le machisme, qui va exalter l'ascension sociale, l'argent facile. Une sorte d'éloge. Voilà, c'est ça, c'est une éloge en fait, et la violence. Donc pour moi, ce genre de culture est une culture qui qui esthétise la violence, qui va la symboliser pour la rendre tolérable, pour la rendre vivable collectivement. Donc, face à cette culture, on va avoir des tendances de l'art contemporain qui vont se situer aussi face à cette nouvelle tendance de violence et de culture et qui vont parler, qui vont adresser des sujets comme la démocratisation de la violence, par exemple, c'est-à-dire une violence qui touche l'ensemble de la population et qui la touche au quotidien. On va parler des sujets comme la corruption du système politique ou la violation des droits humains. C'est un art qui va parler aussi des questions de géopolitique, de la sécurité nationale et qui va parler aussi des problèmes de comment aborder l'espace public. Parce qu'il faut dire aujourd'hui, on ne marche pas dans certaines villes de Mexique, surtout au nord du pays, oui. On ne marche pas de la même manière qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans, 15 ans, même 5 ans. Donc il faut prendre des mesures pour éviter la violence. Oui. Donc, dans ce cas, pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un dialogue entre ces deux formes de culture. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une culture qui se globalise. Donc, il y a un marché de l'art et il y a une industrie populaire qui consomme de plus en plus ce genre de culture, de subculture, et parce qu'il y a un public qui est intéressé. Donc, voilà. Et vous vous intéressez à la politique, mais vous avez toujours un profil en art, enfin en histoire de l'art qui est toujours bien présent, puisque vous organisez une exposition, si je ne m'abuse, en ce moment, oui. À Montréal même. Oui, c'est ça. Oui, donc pour moi, en fait, la pratique d'historienne de l'art va toujours à côté de la pratique de commissariat. Ça fait partie de mon terrain de travail, donc c'est le contact que je peux avoir avec les artistes. C'est de là que je tourne mes sources de recherche. Et donc, c'est fondamental en tant qu'historienne de l'art, art contemporain, de toujours se tourner sur ce genre de pratique. Oui. Vous avez parlé on parle surtout du Mexique, vous avez dit c'est transnational. Oui. Est-ce que vous explorez un terrain à l'extérieur du Mexique? Ben, disons, quand je dis transnational, je parle d'une culture, c'est une culture qui se globalise, notamment par la web. La web a vraiment aidé énormément à l'expansion de ce genre de culture. C'est une culture qui est à la main de tous. Il faut juste cliquer et on va trouver plein de ressources sur ce genre. Donc, c'est une culture qui est globalisée et transfrontalière aussi parce qu'elle voyage, justement, elle traverse les frontières. C'est une société qui est en fait divisée par ses frontières, mais qui la vit des deux côtés de la frontière, si vous voulez. Oui. Je réalise qu'on reste dans des thèmes relativement, pas relativement, mais carrément violents, parce qu'on parle, vous avez travaillé sur l'Iran, mais là maintenant vous travaillez sur la Syrie. Oui. Quel angle exactement vous avez sur ces thèmes? Alors, sur ces deux sujets, donc les dernières initiatives diplomatiques de la France sur le dossier du nucléaire iranien et puis l'action de la France envers la Syrie depuis 2011. Je cherche à comprendre comment se fabrique concrètement une politique étrangère en m'intéressant à ce qui se passe au sein des appareils diplomatiques nationaux. Et je cherche aussi à saisir comment les transformations actuelles du système international, c'est-à-dire la place exceptionnelle qu'occupent les États-Unis depuis la fin de la guerre froide, et puis par exemple les dynamiques propres de l'Union européenne, façonnent les acteurs et leurs pratiques diplomatiques. Par exemple, sur le dossier iranien, j'ai souligné en quoi l'initiative de la France, mais aussi de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne en 2003, qui propose des négociations à l'Iran alors que viennent d'être découvertes des activités nucléaires clandestines, s'inscrit directement dans le sillage de la guerre en Irak. Les autorités françaises ont visé non seulement à empêcher la diffusion des armes nucléaires dans le monde, mais aussi, et peut-être surtout,
à canaliser ce qui pouvait être perçu comme des excès de la puissance américaine, c'est-à-dire éviter que la guerre en Irak ne devienne un précédent, éviter une nouvelle guerre dans la région. Mais ce qui m'a intéressé aussi, c'est les effets non intentionnels de cette action, puisque au départ, le gouvernement français construit une posture de distinction envers les États-Unis. On critique l'unilatéralisme de l'administration Bush. Mais très tôt, dès le début de l'année 2005, on se rend compte qu'on ne peut pas agir envers l'Iran sans le soutien des États-Unis, et notamment la levée de certaines sanctions nationales. Donc voilà, ça montre aussi le poids du contexte international. On essaye d'exister, de se distinguer des États-Unis, mais on est contraint par les réalités de la politique internationale. De travailler conjointement, finalement. De travailler conjointement, mais tout en essayant de canaliser et donc de ne pas se faire trop rapidement entraîner vers la voie des sanctions, par exemple. Donc là, dans le cadre de ma recherche postdoctorale sur le Syrium, donc je m'intéresse aux événements plus récents, donc à l'accord de novembre 2013 entre l'Iran et les 5 membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne. Et là, ce qui m'intéresse, c'est que, au moins publiquement, la diplomatie française est apparue comme la plus intransigeante en promouvant avec succès un élargissement des activités nucléaires à geler. Donc voilà, j'essaye de comprendre pourquoi cette position de fermeté et comment ça a été possible. Et sur le dossier syrien, je m'intéresse notamment à l'épisode qui a vu fin août, début septembre 2013, le gouvernement français promouvoir une opération militaire contre le régime syrien aux côtés des États-Unis et puis y renoncer une fois que les États-Unis ont conclu un accord avec la Russie pour le désarmement de la Syrie, désarmement chimique de la Syrie. Et vous tentez de comprendre ce revirement de situation, vous tentez d'expliquer ce changement d'attitude. Comment on a été amené à promouvoir une opération militaire en dehors du Conseil de sécurité, ce qui ne va pas de soi. Et puis, voilà, comment faire quand un allié si puissant que les États-Unis se retire. Ça surprend les diplomates, et puis le président français se trouve un peu pris au dépourvu alors qu'il a été en première ligne. Donc ça n'a pas été sans coût politique pour le gouvernement français. Donc comment on essaye de rationaliser ce revirement de position. Oui. Vous travaillez sur un sujet chaud et même délicat. Ça se passe derrière des portes closes souvent et ça apporte son lot de défis et d'obstacles. Puis on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Mais avant, je voudrais entendre un peu plus Nora sur son projet, sur sa thèse sur la pauvreté, la lutte à la pauvreté en Amérique latine. Oui, donc moi, dans ma thèse, l'intérêt de la recherche était de se demander, qu'il y ait un grand engouement international pour les politiques de lutte contre la pauvreté qui ciblent les femmes et que ces politiques auraient des impacts positifs pour la réduction de la pauvreté. Donc moi, je me suis intéressée à savoir quelles étaient, donc, comme je l'ai dit, les représentations des femmes véhiculées par ce type de politique. Et quelque part, mes résultats de recherche doctorale montrent quand même une certaine contradiction dans le sens où que tous les acteurs que j'ai interviewés se font une vision de la pauvreté différente au Pérou et en Bolivie, parce que ça, c'est tenu à la variable régime politique. Le Pérou est plutôt un des régimes les plus néolibéraux de la région, donc avec une vision de la pauvreté très individualiste, voire criminalisante des pauvres, alors que le régime politique d'Evo Morales en Bolivie se dit post-néolibéral, indigéniste et révolutionnaire. Or, donc ils ont des visions de la pauvreté et de la manière de lutter contre la pauvreté très différentes. Or, ils utilisent le même type d'instruments. Et par exemple, j'étudie les programmes de transfert conditionné qui consistent à donner de l'argent mensuellement aux mères, conditionné à la scolarisation et au suivi sanitaire des enfants et de la grossesse et de l'accouchement. Et donc voilà, je me demande comment ça se fait qu'il y a consensus dans les deux pays par rapport à ces politiques, par rapport à cet instrument, un consensus aussi plus large, donc dans les organisations internationales de développement. Et dans mes recherches, au niveau du Pérou et de la Bolivie, que je suis en train d'élargir aujourd'hui dans mon projet de recherche postdoctorale, je me rends compte qu'en fait, derrière ces politiques, c'est vraiment une vision, une représentation maternaliste des femmes qui est véhiculée. Donc, c'est-à-dire qu'on entrevoit les femmes seulement en tant que
mère, épouse, en charge du foyer, des enfants et du reste de la communauté, et que cela va en fait à l'encontre de l'égalité entre les sexes, vu qu'il y a une reproduction de la division sexuelle du travail, où la femme est cantonnée à l'espace privé et les hommes à l'espace public et à la production. Et donc que ces politiques en fait vont à l'encontre de la promotion d'égalité entre les sexes, voire peuvent diminuer la position des femmes par rapport aux hommes, parce qu'elles ont des surcharges de travail à devoir s'occuper des enfants et surtout du respect des conditions de ces programmes. Ne pouvant pas aller, donc, à cause de ça, dans la sphère publique. Parce que, étant donné que c'est une surcharge de travail, elles consacrent plus de temps à aller au centre de santé, à emmener les enfants à l'école. C'est vraiment des programmes qui ont des contreparties très contraignantes. Et donc, elles ont en effet moins de temps matériellement pour s'éduquer ou avoir accès à des activités génératrices de revenus. Donc, un de mes résultats, c'est se dire la représentation est véhiculée des femmes par ces programmes, reproduit les inégalités entre les sexes. Or, il y a énormément d'études internationales et autres qui prouvent que la perpétuation des inégalités entre les sexes augmente la pauvreté. Donc, quelque part, c'est un contresens de ces programmes-là, étant donné qu'une femme avec un accès meilleur à l'éducation, à l'enseignement et à la santé, et des activités génératrices de revenus, sera donc moins pauvre, et donc les enfants seront moins pauvres aussi. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment vu dans mes programmes, dans mes 2 pays, Pérou-Bolivie, que la voix des femmes, des féministes porteurs d'un agenda d'égalité de genre était très minime dans la construction de ces programmes-là. Et maintenant, mes questions de recherche actuelles, c'est se demander, donc il y a vraiment la majorité, donc vraiment, à part 2 ou 3 pays d'Amérique latine, tous les pays d'Amérique latine ont mis en œuvre des programmes de transfert conditionné. Il y a un grand engouement, énormément de résultats qui prouvent que ça lutte contre la pauvreté, ça améliore l'éducation des enfants, ça améliore le capital humain des enfants. Mais pour moi, il y a toujours cette représentation maternaliste des femmes qui se véhiculent à tous les niveaux nationaux et aussi transnationaux et internationaux. Donc aujourd'hui, je me demande où sont, dans les organisations internationales du développement, CEPAL, PNUD, Banque mondiale et BID, les féministes ou fémocrates qui en fait promeuvent un agenda de genre, et quelles sont les relations ou les non-relations, ou le fait que leurs voix ne sont pas entendues dans la formulation de telles politiques. Donc aujourd'hui, j'essaye de mener un terrain ou des réflexions plutôt au niveau donc, de ces organisations. Et aussi, je pense que ça ne se passe pas seul, et des pays pionniers, donc le Mexique et le Brésil, qui ont été fortement influents dans la diffusion de ces programmes de transfert conditionné en Amérique latine. C'est intéressant en soi, mais c'est aussi intéressant pour comprendre l'efficacité des politiques. Donc, en ce sens-là, c'est une recherche qui est utile. C'est une recherche qui peut être très éclairante pour ces programmes-là. Oui. Éventuellement. Et éventuellement, disons que moi, ma recherche ne travaille justement pas sur les résultats. Donc, les résultats de ces programmes, je n'ai pas été quantifiée. Est-ce que les femmes sont moins pauvres? Est-ce qu'elles sont moins battues? Est-ce que leur rapport avec les hommes au sein du foyer ont changé pragmatiquement? Je reste vraiment à une sphère sur les représentations, donc les représentations de ces femmes dans l'élaboration de ces programmes-là. Et donc, mais bien sûr que si dans l'élaboration, le design des politiques publiques, il y a déjà un biais genré, on peut bien s'entendre que l'impact de ces politiques sur la pauvreté et sur les relations entre les sexes peut être biaisé aussi. Bien, merci beaucoup. C'était très, très, très intéressant, et je vous souhaite évidemment bonne continuation. Je pense que c'est très, très bien parti, du moins pour cette année. On a des questions. On a une paire de questions avec l'assistance. On a quelques minutes, même quelques dizaines de minutes devant nous. Bonjour, merci pour cette conversation. Je m'appelle Christopher Laurent, je suis doctorant en département d'anthropologie, et ma question, c'est que je vais bientôt partir sur mon terrain au Japon, et je serais intéressé de savoir si vous avez des conseils à donner, peut-être des choses qu'on ne vous a pas dites avant de partir, et qui auraient été bon de savoir. Merci. Y aller pas mal, je pense, malgré tous les protocoles méthodologiques, toutes les lectures qu'on fait sur la méthodologie, y aller quand même au feeling, essayer d'être dans l'informel, de sentir les choses au début, quitte à faire des entretiens informels, d'essayer de cerner les acteurs que vous avez envie de rencontrer, peut-être en rencontrer qui vous pensez qu'ils ne vont pas vous être utiles, mais vous ouvriront sans doute d'autres portes. Prendre votre temps et ne pas spécifiquement, directement chercher
encourager des entretiens, des paroles valides dès le début, de faire de l'informel, de prendre le pouls et petit à petit, et même de ne pas être trop collé à notre grille d'entretien, aux questions, d'essayer de passer par l'informalité, de vraiment la technique un peu caméléon, de voir comment l'autre, l'interlocuteur se positionne. Moi, j'allais vraiment, est-ce que j'enregistre, est-ce que j'enregistre pas, est-ce que je prends des notes quand mon interlocuteur est analphabète ou pas. Donc, vraiment essayer d'être au plus près, de se mettre à la place de l'autre pour le mettre en confiance et expliquer qui on est. Vraiment, au début, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est là, et plutôt à quoi est-ce que ça pourrait être intéressant pour la personne de se livrer. Et surtout, je rajouterais quelque chose, c'est que dites-vous bien que si vous allez retourner plein de fois au Japon, il n'y aura plus jamais de premier terrain. Le premier terrain, c'est celui qu'on ne pourra jamais refaire. C'est un moment très très particulier et il faut vraiment, je pense, exactement être le plus ouvert possible et tester plein de choses parce qu'après, c'est fini. Donc, c'est le moment de l'essai-erreur, d'y aller à tâtons un peu. Faut être prêt à l'erreur ou à l'échec des rendez-vous qui ne fonctionnent pas ou des trucs comme ça. Là. Donc, c'est pas la fin du monde si ça arrive la première fois. Là. Oui, puis c'est plus quand on est formaté qu'on va pouvoir réellement avoir une capacité de transgression qui est souvent nécessaire pour ouvrir un peu les choses et mettre à l'épreuve son professeur, ses méthodes, etc. Ça, c'est important. Alors, c'est ainsi que se termine cette première émission de notre conversation avec les chercheurs postdoctoraux et revenez-nous la semaine prochaine pour la suite et la conclusion.